Voilà, je vais faire un petit débrief pour les gens qui voudraient passer la grecque externe et qui ont travaillé l'interne. Alors, effectivement, pour les écrits, il y a quand même une petite différence. Elle n'est pas énorme, mais il y a une différence positive, strictement positive, entre l'externe et l'interne. Bon, pour l'oral, c'est encore autre chose. La modélisation, tout ça. Mais pour l'écrit, en tout cas en algèbre, en analyse, il y a moins peut-être à faire j'ai remarqué que dans les derniers problèmes d'analyse, les choses étaient assez redéfinies quand elles étaient quand c'était pas de l'analyse de licence, on va dire, par exemple les fonctions holomorphes du problème 2023, où les choses étaient quand même, on pouvait avec un bagage de licence attaquer le problème sans déboire. En algèbre, c'est pas le cas, et souvent dans les exercices, il y a des petites choses qui demandent une subtilité purement master qu'on ne trouve pas à l'agrégation interne, et c'est ça que je voudrais présenter, histoire de visser un petit peu les boulons, pour que la fusée elle pète pas au décollage. Alors, c'est surtout, c'est pas au niveau de la réduction, je trouve pas, c'est plutôt au niveau de la connaissance des corps et la connaissance des anneaux. Voilà, des structures où on pousse un petit peu la connaissance au niveau master, et donc on récupère ça à l'externe. Si K est un corps, P un polynôme sur K, qui est irréductible donc sur K, hein, évidemment, on va regarder donc K de X quotienté par l'idéal engendré par P, on l'appelle L, et l'irréductibilité de P va faire que on a un corps. Ce corps s'appelle le corps de rupture de P, rupture dans le sens qu'on va pouvoir pas complètement factoriser P dans ce corps, mais au moins avoir une racine. Effectivement, si on doit bien regarder les choses, ça veut dire que P de X, finalement, P que j'appelle P de X, est égal à 0 dans L. Je vais mettre une barre parce que je suis dans K de X quotienté. Donc ça veut dire que dans L, si vous voulez, P de X bar égale 0 bar. Donc ça veut dire qu'on a cette racine, donc on peut au moins factoriser un peu P. Et c'est par récurrence de corps de rupture qu'on obtient un corps de décomposition, c'est-à-dire quelque chose où le polynôme est complètement scindé. Alors ça, c'est un truc qu'on fait pas trop à l'interne. L'interne, on est dans notre petite zone de sécurité avec R et C, etc. Des fois, il y a un corps, bon, mais c'est quand même assez rare, on mélange pas les difficultés. Mais par exemple, l'exemple type, c'est d'aller chercher le corps de décomposition du polynôme caractéristique. Voilà. Bon, bah, il faut bien voir que c'est des corps de rupture comme ça, mais on ne demande pas hein, de connaître, on demande de connaître que l'existence du corps de décomposition, mais pas les démonstrations. Mais le corps de rupture, il faut savoir que c'est ça. Il faut savoir que C, le corps C, le corps des complexes, c'est R de X quotienté par X de plus 1, voilà, évidemment. Et c'est comme ça, qu'est-ce que c'est que I, si vous devez expliquer ce que c'est que I à quelqu'un qui dit mais c'est qui I, eh ben c'est X bar dans ce quotient. Voilà, c'est une façon en tout cas de le dire dans la théorie des corps. Alors ce qui est intéressant c'est que K s'injecte dans L de la même manière que R s'injecte dans C. Et pourquoi? Ici, oui, parce que K ici s'envoie dans K de X, parce que c'est les polynômes constants. Et les polynômes constants intersectent trivialement l'idéal engendré par P. Donc ça veut dire que K s'injecte finalement dans le quotient K de X sur P. Et donc on a cette extension. Alors la théorie des corps, il faut savoir que c'est une théorie des extensions. D'accord? Parce que dans un corps, il n'y a pas d'idéal. Dans un anneau, vous avez des idéaux, mais dans un corps, il n'y a pas d'idéal. C'est même pas un jeu de mots, voilà, c'est comme ça. Vous avez 0, vous avez K, c'est les seuls idéaux, bon, ils sont triviaux. Donc, comme le seul idéal, c'est finalement 0, eh bien, il n'y a pas de quotient. Il n'y a pas de vrai quotient. Si on quotiente, soit on tombe sur 0, parce qu'on a tout quotienté, bon,
c'est pas très intéressant. Soit alors on a quotienté par 0, donc on a gardé le même objet. Donc ça veut dire que la théorie des corps est une théorie des extensions. On ne peut que s'injecter, on ne peut pas se surjecter. Et donc, on étudie que les choses qui vont vers le haut. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. On veut aller chercher dans des corps supplémentaires, dans des corps au-delà, hein, des racines qu'on n'a pas dans le corps sur lequel on travaille. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, la base de tout, c'est que la dimension de L sur K, ici, bah, c'est exactement le degré de P. Ça, il faut savoir le démontrer. Voilà, c'est assez classique. Il faut aussi connaître, je pense, le théorème de la base télescopique, c'est-à-dire que quand vous avez K, L et M, donc quand vous avez une extension puis une extension de l'extension, eh bien, vous avez que la dimension de M sur K, c'est la dimension de M sur L fois la dimension de L sur K. Voilà. En fait, vous obtenez une base de M sur K en multipliant une base de L sur K par une base de M sur L. Et donc vous allez avoir une base doublement indexée de M sur K. Ça s'appelle le théorème de la base télescopique. Voilà. Corps fini et corps infini, ou corps de caractéristique 0 et corps de caractéristique P. Il faut bien comprendre que on sort de notre zone de confort où les corps c'était R et C, on connaît ça depuis longtemps. Là, on a corps fini contre corps infini. Ça veut dire quoi? Il faut se poser la question quand on veut identifier polynôme et fonction polynôme. Si on a une fonction polynôme qui nous tombe dessus, comme la fonction polynôme caractéristique, vous voyez, c'est lambda donne déterminant de lambda identité moins m ou de m moins lambda identité. Et bien sur un corps infini, cette fonction, on peut l'identifier à un polynôme. Voilà, un vrai polynôme avec une indéterminée x. Si le corps est fini, alors non. Hein, on a le contre-exemple de x2 moins x sur f2, qui est un polynôme non nul, mais en tant que fonction, ben, en 0 ça fait 0, et en 1 ça fait 0. Voilà, donc la fonction est nulle, mais le polynôme est non nul. Et en général, quand un corps est fini, on peut toujours faire le produit des x moins alpha quand alpha décrit le corps, puisque le corps est fini, on peut faire ce produit, et obtenir un polynôme qui s'annule pour tout alpha. Donc, on ne peut pas identifier polynôme et fonction polynôme, alors que des fois on aimerait. L'enjeu, c'est qu'une fonction, ça restera toujours une fonction. Tu nais fonction, tu restes fonction toute ta vie. En revanche, un polynôme, il peut s'évaluer. Il peut s'évaluer en une matrice, il peut s'évaluer en un nombre algébrique, non algébrique, il peut s'évaluer en n'importe quoi, dans un anneau, ou disons dans une K-algèbre, si le polynôme est sur K. Alors après, il y a l'étude particulière des corps finis. La première chose à comprendre, c'est que Z sur PZ, c'est un corps fini quand P est le premier. Mais maintenant, si FQ est un corps de cardinal Q, a priori, forcément, FQ va contenir 1 et va contenir le sous-corps, qu'on appelle sous-corps premier, le plus petit corps engendré par 1. Et on montre que c'est aussi l'anneau engendré par 1. Et c'est un anneau de la forme FP. Où P, c'est finalement l'annulateur, l'annulateur minimal de 1. Ici. Et donc, FP se met à s'injecter dans FQ. Voilà. Q, du coup, va être une puissance énième de P, où N, ça va être la dimension, et il est évident que la dimension sera finie. La dimension de FQ sur FP, ce sera N, comme tout est fini, la dimension est finie, et donc Q est égal à P puissance N, avec N égale dimension de FQ sur FP. Voilà. Alors, le théorème, donc, ce qu'on vient de voir, c'est que si un corps est de cardinal Q, alors il existe N tel que Q égale P puissance N, où P est premier, parce que P va débarquer comme étant quand vous faites 1, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, etc., à un moment, ça va forcément faire 0, ça ne peut pas aller vers l'infini.
Voilà. Donc à un moment, ça fera forcément, on va retomber sur 0. Et donc on va avoir un annulateur. Et comme on est dans un corps qui intègre, cet annulateur est forcément premier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un unique corps, FQ, tel que FQ est isomorphe en tant que corps AK. Donc dès que vous connaissez le cardinal du corps, vous savez qu'il est isomorphe à un certain FQ. Et comment décrire cet FQ? Alors, évidemment, il y a la notion, j'ai oublié de vous le dire, mais il y a la notion dans cette histoire de corps de théorème de Steinitz, c'est-à-dire de clôture algébrique. Il existe une unique clôture algébrique d'un corps donné qui va être le plus petit corps algébriquement clos contenant K. Il est unique à l'isomorphisme près, théorème de Steinitz, personne n'a besoin de savoir comment ça se démontre, mais l'existence de ce corps, bon, l'unicité ne sert pas souvent, mais l'existence sert très souvent. Alors, c'est très pratique, c'est comme quand on est dans R, on va aller chercher nos racines de polynômes dans C, là c'est pareil, on peut le faire sur tout corps. Voilà, on va faire son marché des racines, en quelque sorte. Hein. Voilà. Et en fait, c'est très pratique parce que j'aurais pas pu dire si j'avais pas la clôture algébrique, ou alors j'aurais pu le dire autrement, mais là ça aurait été plus compliqué de le dire. FQ égale l'ensemble des x tel que où je vais chercher mes x. Bah oui, où je vais faire mon marché, et ben dans la clôture algébrique de FP. Donc si Q c'est une puissance de P, voilà, donc le sous-corps premier c'est FP, le corps est dit de caractéristique P, on en parlera après, mais bon, ça vient d'ici. Eh bien, on va chercher donc les x dans la clôture algébrique de FP, et c'est les x tels que x puissance q moins x égale 0. On montre que ça forme un corps, et que c'est un corps qui a... Parce que ce polynôme, il est scindé simple dans sa clôture algébrique, voilà, et donc il va avoir exactement q racine, et donc ça va être un corps à q éléments. Voilà. Dans ce monde-là, il y a le Frobenius. Il faut bien voir que quand vous allez faire dans FQ, quand vous allez faire x plus y puissance p, eh bien ça fait x puissance p plus y puissance p. Ça provient de relation des coefficients binomiaux qui fait que p divise toujours k parmi p quand k est strictement compris entre 0 et p. Et donc ça nous fait que tous les coefficients, tous les termes entre les deux, ben, ils ont disparu. Alors bien sûr, vous pouvez mettre cette identité à la puissance p, ainsi de suite par récurrence. Et donc ça fait que vous pouvez mettre p puissance n, p puissance n, p puissance n ici. Alors attention comment ils s'emboîtent, ces corps. FPM est inclus dans FPN, si seulement si M et divise n. On a tendance à croire, par exemple, que F8 est inclus dans F16. Pas du tout. D'accord ? F8, c'est 2 puissance 3, 16, c'est 2 puissance 4, pas du tout. Parce que vous voyez que, à partir du moment où il y a cette inclusion, lui devient un espace vectoriel sur lui. C'est un corps, d'accord ? Mais c'est un corps qui contient lui, donc il a une structure d'espace vectoriel sur lui. Donc, la dimension, il y a une dimension qu'on va appeler D, et comme lui est de dimension D sur lui, ça veut dire que P puissance n, c'est P puissance n puissance D. Donc vous avez donc, d'après ça, MD égale n, donc M divise n. Tant qu'on y est dans les pots de banane, la plus grosse pot de banane, c'est de croire que F4, qui existe, c'est soit Z sur 2Z croix Z sur 2Z, soit Z sur 4Z. C'est le pire qui puisse arriver. Dire un truc comme ça un jour d'écrit, peut-être, non pas éliminatoire, mais mettre carrément impacter votre note, quoi, sévèrement. F4, par exemple, moi je vais l'écrire ici, F4, comment on va construire F4 ? Il faut trouver sur F2, donc ça veut dire que son sous-corps premier, ça va être F2, et on va prendre ici, il faut trouver un polynôme irréductible. Je pourrais aller le chercher dans sa clôture algébrique, mais si je veux m'en passer, je pourrais dire c'est l'ensemble des éléments de F2 bar tels que x4 moins x égale 0. Mais bon,
si je veux le faire sans la clôture algébrique, sans partir du haut et redescendre, quoi, en quelque sorte, en partant du bas et monter à pied, hein, donc j'utilise pas le téléphérique hein, du théorème de Steinitz, en quelque sorte, eh bien, F4, ce serait F2 de x quotienté par quoi? Ben, il faut trouver un polynôme irréductible, de degré 2, puisque 4 c'est 2 puissance 2. Donc, on va prendre x2 plus 1, comme pour C, ben non, ça marche pas, parce que x2 plus 1, d'après ça, c'est x plus 1 au carré. Ah ouais. Donc il a des racines, x2 plus 1. Mais par contre, il y a celui-ci, c'est x2 plus x plus 1. Donc si vous avez compris que C, c'était R de x sur x2 plus 1, ben vous comprendrez que F4, c'est F2 de x sur x2 plus x plus 1. Pourquoi c'est égal à F4? Parce que c'est un corps. Ben non, parce que ça, c'est facile de voir que c'est irréductible, il n'y a pas de racines. 0 et 1 ne sont pas racines. Et ici, vous avez un corps, donc, puisque c'est irréductible, qui est le cardinal 4, puisque lui est de degré 2, et vous avez le théorème qui vous assure l'unicité. Ça, c'est un théorème qui vous le dit, hein, ça, vous n'avez pas à le démontrer. C'est un théorème qui vous assure l'unicité, et comme il n'y en a qu'un seul, c'est forcément lui. Voilà. Bon. Rappelez-vous aussi que FQ étoile multiplie est cyclique, donc vous pouvez toujours dégainer un élément oméga, qui est générateur, c'est-à-dire tout élément non nul, et de la forme oméga, puissance k. Voilà. Avec k, bah, allant forcément de 0, ça va nous donner 1, à, bah attention, Q-2. D'accord? Bah oui, hein, parce que oméga puissance Q-1, ça va faire 1. Voilà. Alors maintenant, corps de caractéristique 0 contre corps de caractéristique P. Donc il faut bien comprendre que on a Z qui s'envoie sur K, quand vous avez un corps K. Vous pouvez toujours avoir un morphisme phi qui envoie 1 sur un K. Donc, à partir du moment où vous avez 1, donc 1K, c'est l'unité de K. Je l'écris comme ça. Hein. Généralement, on l'écrit tout simplement 1. Mais là, je vais l'écrire comme ça, pour faire la différence. Donc ici, c'est le 1 de Z. Donc, si vous savez l'image de 1, ben vous avez l'image de 2, vous avez l'image de 3, c'est 1, vous avez l'addition. Et vous avez l'image de moins 1, ce sera moins 1, etc. Vous les avez toutes. Z est libre, donc on peut former des morphismes à partir de Z. Et c'est là que les chemins se séparent. Vous avez soit clair de phi, donc clair de phi, bon, de toute façon, comme c'est un morphisme d'anneau, ça va être un idéal engendré par n, soit n égale 0, voilà. Dans ce cas-là, on dira que la caractéristique est 0. Dans ce cas-là, ça veut dire que Z s'injecte dans K. Ça veut dire que vous pouvez y aller en toute confiance. Voilà. What you see is what you get. Voilà. Soit n n'est pas nul, mais dans ce cas-là, comme en quotientant par n, par l'idéal engendré par n, on s'injecte, du coup, puisqu'on a quotienté par le noyau dans le corps, on s'injecte dans un truc intègre, donc le quotient est intègre, ce qui voulait dire que n ne peut pas être composé, n est forcément premier. Donc ici, on a un nombre premier, et c'est ça la caractéristique P. Alors là, what you see is not what you get. Ça veut dire que si vous avez un 1 ici, vous l'appelez 1. Ok, par habitude, on l'appelle 1, évidemment, mais à vos risques et périls. D'accord ? Si vous avez un élément K ici, vous avez un petit K ici, mais vous pouvez l'appeler encore petit K, mais à vos risques et périls. C'est pas le petit K de votre enfance. L'exemple typique. Vous appliquez Cayley-Hamilton, ça c'est Cayley-Hamilton, pour le polynôme caractéristique que vous imaginez bien, sur la matrice A. Donc vous appliquez qui A de A égale 0, et ça vous fait une identité comme ça. Et maintenant vous voulez prendre la trace. Ce qui fait que, ici, vous avez, si vous appelez TI la trace de AI, vous avez TN, plus AN-1, TN 10N-1, etc., plus A1, T1, plus A0 fois la trace de l'identité. La trace de l'identité, la matrice identité, c'est N, la dimension de l'espace ambiant. Et donc là, ça va faire la trace de la matrice nulle, ça c'est la matrice nulle, donc ça fait 0. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire A0 égale moins 1 sur n, facteur de Tn, plus A1, T1, bon, ben voilà, vous avez cette formule. Et vous écrivez ça en toute confiance. Vous allez dire, on n'est pas en dimension nulle. Ben ouais, puisque j'ai le droit de diviser par n. N, je le connais. N, c'est une dimension. Une dimension, c'est un objet entier, non nul, a priori. Ben non. Non, parce que quand vous avez pris la trace, vous êtes arrivé dans le corps K. Et en fait, vous avez fait
quand vous avez regardé n, vous regardez n via phi. Donc, si vous êtes en caractéristique P, il se peut que n, si vous êtes en dimension multiple de P, bah là, tout fout le camp. D'accord ? Et ce n devient nul. En fait, ce n, on l'appelle n quand même, une petite trace de in égale n, mais c'est le n qui est dans le K. C'est le n qui est là-dedans. Donc, il faut faire attention, c'est un abus de notation. Et on risque, à cause de cet abus de notation, de diviser par 0. Voilà les avertissements sur les corps. Maintenant, je vais vous raconter un petit truc, juste un petit truc, sur les anneaux factoriels. Bon, c'est l'heure où les souvenirs se ramènent. Alors maintenant, on regarde les anneaux. Du côté des anneaux, c'est un peu comme du côté des corps. C'est-à-dire que du côté des corps, on a une zone de confort. À l'interne, c'est R et C. Et à l'externe, beaucoup de choses sont possibles, mais en particulier les corps finis. À l'interne, les anneaux factoriels, c'est Z et K de X. Voilà. Bon. En plus, ils sont principaux. À l'externe, il y a d'autres anneaux factoriels qu'on a l'habitude de manipuler. L'habitude, bon, attention, on fait attention aussi. Hein. Z de I, l'anneau des entiers de Gauss, hein, donc c'est le réseau des A plus BI avec A et B dans Z. K de XY, donc on va dire des anneaux de polynômes à plusieurs indéterminés sur un corps, où là, c'est plus du tout principal, mais ça reste factoriel. Z de X, là aussi, c'est pas principal, mais ça reste factoriel. Il y a d'ailleurs un théorème intéressant. Il dit que si un anneau de la forme A de X ou A est un anneau et un anneau principal, alors A est forcément un corps. Donc vous aurez que ces trucs-là qui seront principaux. Ça pourra plus l'être, ça pourra pas l'être non plus, parce que Z n'est pas un corps. Bien, alors, bon, faut bien penser, hein, euclidien, si vous avez une division euclidienne avec un stasme euclidien, alors c'est principal, et vous pouvez appliquer Bezout. C'est-à-dire que quand vous avez des éléments premiers entre eux, vous pouvez lui appliquer Bezout. Principal implique factoriel, mais factoriel, il n'y a pas Bezout en général, hein, là-dedans. Par contre, vous avez la notion de premier entre eux, vous avez toujours une notion ici de PGCD et de PPCM. Avec une règle des max et des min sur les p-valuations. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça pour moi c'est quand même une petite différence entre l'externe et l'interne, c'est qu'il y a la notion de contenu. Je vais en parler un petit peu, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez P dans A de X, alors A est factoriel, hein, d'accord ? Et vous pouvez prendre donc le PGCD des coefficients de A, tous les coefficients, hein, I égale 0 au degré de A. P n'est pas supposé unitaire, hein, donc vous prenez tous les coefficients, et là, vous prenez le PGCD de tous ces coefficients, global, hein, et ça s'appelle le contenu de P. Donc c'est un élément qui appartient à A, si vous avez bien défini votre PGCD, et vous avez le théorème de Gauss, qui est fantastique, qui dit que le contenu de PQ est égal au contenu de P fois le contenu de Q. Ça, c'est quelque chose de très puissant. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais on se rend compte que bon, ces petits lemmes, vous voyez, c'est encore un autre lemme de Gauss, ces lemmes qui s'infiltrent dans la théorie très très bien. Alors je vais vous donner un exemple d'utilisation. L'utilisation générale, c'est d'avoir P, non pas, quand vous avez un polynôme, non pas sur l'anneau, mais ses coefficients, pour des raisons qu'on peut imaginer, qu'on va imaginer tout à l'heure, sont sur le corps de fraction. Par exemple, l'anneau, on était sur Z de X, et tout d'un coup, on s'est dit, ou pour certaines raisons, on est obligé de travailler dans Q de X. Bon, pour quelles raisons ? Évidemment, toujours les mêmes, pour travailler sur un anneau principal et disposer d'une divisibilité pas chère. Donc, vous avez qu'à imaginer que P est dans Q de X, ou frac A de X, si A est un anneau. Alors, je vais pouvoir multiplier P par un certain A, d'accord, qui est dans l'anneau, petit a est dans l'anneau. Comme ça, j'élimine tous les dénominateurs des coefficients de A. Il y a un nombre fini de coefficients, donc il y a un nombre fini de dénominateurs. Quitte à prendre le PPCM, je peux avoir ça. Et ensuite, je vais avoir maintenant un polynôme qui, lui, est dans l'anneau, puisque j'ai éliminé tous les dénominateurs, et il a un certain contenu, quand même. D'accord ?
Voilà. Et donc, je vais diviser par ce contenu. Donc, B, ici, ça va être le contenu de AP. Comme ça, je divise par le contenu pour avoir un polynôme qui reste dans A, mais qui est maintenant de contenu 1. Voilà. Bon, vous avez évidemment la formule que contenu de lambda fois P, où lambda c'est un élément de l'anneau, c'est lambda fois contenu de P. Ça, c'est évident d'après ça. Alors voilà l'exercice. Soit D, l'anneau des décimaux. Enfin oui, c'est un anneau. Quand on ajoute des décimaux, ça fait un décimal. Quand on multiplie, ça fait un décimal. Il faut montrer que D est isomorphe à z de x, quotienté par le polynôme engendré par 10x moins 1. Quelle est la difficulté? En fait, la difficulté, c'est qu'on n'est pas assuré que l'idéal ici qu'on va avoir va être principal. Parce qu'on n'est pas dans un anneau principal. On est dans un anneau factoriel, mais pas principal. Voilà la principale difficulté. Ok, allons-y. On va commencer. Comment on montre un isomorphisme comme ça? Si on a un peu d'expérience, on voit qu'il y a un élément plus universel, universel dans le sens qui envoie ses flèches, là, le Jupiter, quoi. Non, je ne parle pas de l'autre, là. Mais voilà. Z de x, d'accord? Z de x, c'est lui l'objet le plus universel là-dedans, c'est lui qui va envoyer ses flèches, vous voyez. Et il va aller vers Jupiter, c'est pas des flèches, hein, c'était la foudre, mais bon, j'avais l'image de la foudre en forme de flèche. Bon. P va s'envoyer sur P de 1 dixième. Donc si vous prenez un polynôme à coefficient dans Z, et que vous faites P de 1 dixième, évidemment, vous allez avoir un décimal. Et on va avoir tous les décimaux comme ça. Bon, juste si vous voulez vous rassurer, prenez le décimal 12,357, et bien c'est P de 1 dixième avec P égale 7x3 plus 5x2 plus 3x plus 12. Donc, comme c'est une évaluation, c'est un morphisme d'anneau, et qui est surjectif. Donc maintenant, si vous voulez montrer que D est isomorphe à ça, il suffit de montrer que le noyau de ce morphisme est engendré par 10x moins 1. Malheureusement, on n'est même pas sûr que le noyau, qui est un idéal, est principal, parce qu'on n'est pas dans un anneau principal. Alors, voilà comment le théorème de Gauss va nous aider. On se pose la question, est-ce que ker de phi est égal à 10x moins 1? Bon, ok. Bon, alors dans un sens, c'est facile, parce que 10x moins 1, il est dans le noyau de phi, puisque 10x moins 1, quand on veut l'évaluer en 1 dixième, ça fait bien 0. Bon, ok. Donc, comme il y a le polynôme, il y a tout l'idéal. Mais bon, est-ce qu'on a autre chose? Eh bien, regardez, vous allez prendre P, maintenant il faut montrer l'inclusion inverse, on part de P dans ker de phi, il faut montrer que P est divisible par 10x moins 1. Donc, bon, on sait que x moins 1 dixième divise P dans Q de x. Ça veut dire que, maintenant, vous avez 10x moins 1 fois Q qui est égal à P pour un certain Q dans Q de x, quitte à multiplier par 10 ici et diviser par 10 ici, d'accord, puisque Q il est dans Q de x. Maintenant, vous avez cet élément dans Q de x. Alors, on va lui faire le même coup qu'ici, c'est-à-dire que Q tilde va être égal à A sur B fois Q. On récupère un Q tilde bon, qui va ressembler à Q, mais à une constante multiplicative près, mais qui lui va être dans Z de x, et qui va être de contenu 1. C'est-à-dire que le PGCD de ces coefficients va être 1. Donc maintenant, je multiplie par A sur B, pour obtenir Q tilde, et je multiplie par B, pour me retrouver dans Z. Et ici, on a B, 10x-1, Q tilde est égal à A fois P. Okay, et maintenant, je vais prendre le contenu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je prends le contenu? À gauche, je vais avoir B. Le contenu de lui, c'est le PGCD de 1 et de 10, donc c'est 1. Lui, il est de contenu 1. J'utilise le théorème de Gauss. Donc, je prends le contenu de ça, ça va faire 1 fois 1, donc ça fait 1. Donc, à gauche, j'ai contenu égal à B. Et à droite, j'ai A fois le contenu de P. Bon, j'ai oublié de mettre le contenu de P. Voilà. Mais en gros, ça veut dire que A divise B. Donc ici, je peux ici passer A de l'autre côté et avoir un certain D ici, B sur A, puisque A divise D. Et là, ça y est, je vois que 10x moins 1 divise P,
mais cette fois-ci dans Z2X. Donc j'ai montré que j'étais dans cet idéal. Voilà l'utilisation du contenu. Voilà, c'était un bref débrief pour les courageux qui vont partir au combat de l'externe.